Pour les auditeurs qui te connaîtraient pas, tu peux te présenter, brièvement? Bien sûr, alors moi je suis Jade Maréchal, escrimeuse, en équipe de France, plus particulièrement au fleuret. Ici, on est sur un podcast qui parle un peu de la performance et du lien aussi entre, finalement la performance qu'on peut avoir, à haut niveau, l'entrepreneuriat et aussi les différentes visions finalement de la performance qu'il peut y avoir. Et j'avais envie du coup de, tu vois, redémarrer justement sur d'où vient un peu toi, ta vision de la performance et notamment sur ton parcours du coup, en lien avec l'escrime. Et tu peux nous expliquer justement comment ça a commencé pour toi l'escrime, comment t'es tombée dedans quelque part? Alors écoute, l'escrime, c'est pas un sport, très médiatisé, donc en fait, on commence rarement, c'est rare qu'on dise à ses parents: «Tiens, j'ai envie de faire de l'escrime». C'est souvent parce que soit on a vu un film de cap et d'épée ou alors qu'il y a un club en bas de chez soi ou bien troisième option et ça sera la mienne, c'est parce que l'une de mes sœurs en faisait déjà, j'ai suivi ses pas. J'ai commencé assez tardivement, à 9 ans, pour pouvoir commencer après que ma sœur ait arrêté parce qu'elle voulait pas qu'on ait un esprit de compétition entre nous. Et finalement, ça m'a peut-être aidée puisque tu vois, j'ai beaucoup observé de mes 3 à 9 ans, on va dire. Je la suivais sur tous ses entraînements, ses compètes, et donc j'ai appris avec plus de distance et de recul comment se passait l'escrime, comment se déroulaient les déplacements, quelles étaient les règles. Et peut-être que ça m'a permis aujourd'hui de rattraper mon retard, d'avoir commencé un peu tardivement. Et donc j'ai intégré après le club de Bordeaux. J'ai commencé à Bordeaux et j'ai intégré l'équipe de France en 2018-2019. Ça a été ma première saison en équipe de France. Et comment ça se passe pour toi justement, cette, allez, 1 partie, je dirais peut-être de ta carrière de 9 ans à 19 ans? Alors oui, c'est vrai que j'ai fait un grand bond. Ma première partie, tout s'est déroulé à Bordeaux, et parallèlement, je continuais mes études, sans aucun aménagement. C'était une volonté de mes parents et je les rejoins complètement et je regrette pas du tout parce que ça m'a permis d'avoir, une casquette professionnelle toujours, assez forte et sur lesquelles je pouvais compter si jamais, le sport s'arrêtait. Donc jusqu'à mon entrée en études, j'ai continué comme ça avec, on va dire, 3 entraînements au début par semaine, puis tous les jours. Puis après, je faisais des allers-retours entre midi et 2 pour prendre une leçon. Et ensuite, j'ai été appelée à intégrer l'INSEP juste après ma première saison en équipe de France, donc à 19 ans. Et là, pour le coup, pour moi, c'était assez logique, essentiel, et ça me donnait envie aussi d'intégrer cet institut national du sport à Paris. Ça a été un déchirement parce que je suis la dernière d'une famille de 5 filles. Et pour le coup, pour ma maman, c'était compliqué. Donc c'est voilà, ça fait partie des aléas. Bon après, j'avais un âge plutôt raisonnable pour quitter le nid, mais c'est jamais facile. Et puis en fait, là, je viens de terminer ma 5e année à l'INSEP et pour le coup, tout a changé. L'intensité de l'entraînement. Là, ben, tu arrives en club où tu commençais à gagner pas mal de matchs à l'entraînement. Là, à l'INSEP, c'était plus du tout pareil parce que à l'INSEP, il y a les 12 premières fleurettistes dames, les 12 premiers fleurettistes hommes, 12 épéistes dames, 12 épéistes hommes, etc. Donc j'étais parmi les meilleurs. Et c'est vrai que les premiers entraînements étaient pas si faciles et j'ai vraiment découvert l'importance de la persévérance et de se dire bah ok, c'est mon chemin, c'est mon processus, ça va être dur les premières années, mais je suis sur le bon chemin puisque je suis là où on crée des champions. Donc voilà, et pour l'instant je m'entraîne toujours là-bas. OK, donc j'entends qu'il y a une première partie de parcours où tu es peut-être dans les meilleurs quelque part et tu gagnes beaucoup et puis après quand tu arrives à l'INSEP, ça inverse un petit peu. Tu as peut-être des adversaires, qui te challengent plus et où là justement ça donne une autre trajectoire peut-être à ton mental aussi et la manière d'avancer, quoi. Heu, c'est le chemin classique, on va dire, d'un sportif. Enfin, on va dire, c'est le chemin, plutôt récurrent d'un sportif. Il y a parfois des gens qui performent toute leur vie. Mais en fait, ces années seniors, quand tu passes de la catégorie junior à senior dans beaucoup de sports et surtout dans le mien aussi, il y a vraiment une différence parce que mon sport n'a pas une dominante physique majeure. C'est-à-dire que, il y a une longévité, c'est-à-dire qu'il y a une longévité, dans la carrière qui fait que, tu peux avoir 35 ans, donc pas le physique explosif d'un jeune escrimeur qui vient de commencer, mais pour autant tu as la sagesse et l'expérience qui te permet de réagir à toute situation. Ce qui fait que quand tu passes de ces années juniors où tu mets beaucoup de physique sur la piste à ces années seniors où tu rencontres des stratèges et des gens expérimentés, tu découvres qu'il faut passer à la Jade 2.0 et ça met plus ou moins de temps en fonction des athlètes. Mais c'est très intéressant. Je vais y revenir, mais je voulais voir, tu vois, dans la première partie de ton parcours, du coup, plus junior, à quel moment tu commences vraiment à te dire, je suis doué là-dedans, je sens que je peux aller loin, j'ai de l'ambition, enfin, tu vois, vraiment de grandes ambitions par rapport à l'escrime. Eh ben, c'est assez précis. Je me souviens qu'en 2016, je gagne mes premiers championnats de France seniors. Donc j'étais cadette et c'est les championnats de France N2, donc 2
2e division. Mais là, c'était déjà quand tu es cadet, tu as 2 catégories en dessous des seniors. Donc là, je me suis dit: «Dis donc, c'est une sacrée performance». Donc ça m'a permis de réaliser mon potentiel ou en tout cas, mes compétences. Et puis surtout, j'ai adoré monter sur la première marche du podium. J'ai adoré, chanter la Marseillaise, être fière de moi, rendre fier mon entourage et mon entraîneur. Et je me souviens que sur cette boîte, je me suis dit: «OK, je veux en avoir des centaines d'autres, des podiums comme ça». Et surtout, j'aimerais le graal du graal qui est les Jeux olympiques. Mais ce serait pas vrai de te dire que mon rêve olympique a commencé là. Je pense que le rêve des Jeux, c'était un peu dans mon biberon, on va dire, parce que mon papa est passionné de Jeux olympiques. À la maison, dès qu'il y a une Marseillaise, on se lève, pour l'honorer et on regarde toutes les épreuves sportives. Donc j'ai toujours baigné dans ça. J'ai simplement associé mon rêve olympique avec un sport dans lequel je me débrouillais pas trop mal quand j'étais jeune et la mayonnaise a pris et c'est pour ça que je suis là. OK, c'est intéressant. Donc il y avait une espèce de rêve olympique sans peut-être avoir enfin, tu me diras, sans peut-être avoir grand chose de concret entre guillemets, il y a pas encore forcément moyen d'y arriver. Puis il y a l'escrime qui arrive et à un moment donné, comme tu dis, la mayonnaise prend et tout se met en place, quoi. Exact. OK. Ah ouais, c'est trop marrant. Donc tu dis, voilà, c'est à 16 ans vraiment où là, tu commences à avoir des ambitions et est-ce que tu sens justement que ça a un impact au niveau de tes entraînements, de tes performances, tu vois, est-ce qu'il y a un changement à l'intérieur de toi par rapport à ça? Oui, complètement. Alors, moi, je me souviens très, très bien de rentrer. Donc, les championnats de France ont lieu à la fin d'une saison. Donc, on rentre, on part en vacances. Et je me souviens très bien qu'à la rentrée, on est passé sur autre chose, un autre système d'entraînement. On a fait une réunion avec mon entraîneur de club. Et là, on s'est dit, OK, tu vises, on va viser les Jeux Olympiques. Donc, c'est dans 4 ans. OK, donc c'est pile poil une Olympiade. De quoi on a besoin pour que tu sois performante? Alors, on savait très bien que c'était beaucoup trop tôt parce que, j'allais avoir, 20 ans, enfin c'est extrêmement rare. Donc dans notre tête, on avait plus 2024. Mais, on s'est dit: «Allez, on va changer de manière de s'entraîner pour voir là où ça va nous mener». Et c'est là où j'ai commencé à m'entourer de beaucoup de personnes. Un staff médical, de la préparation mentale, des nutritionnistes, des diététiciens, des naturopathes. J'ai vraiment commencé à essayer d'aller grappiller les détails et à m'entraîner comme une athlète. Avant, j'étais plutôt une sportive, une bonne sportive, mais là, j'avais le sentiment d'être une athlète parce que je suis passée d'un entraînement, tous les 2 jours à un entraînement tous les jours déjà. Donc ça change drastiquement les choses. Et puis même dans ma conscience et l'engagement que je mettais dans les compétitions, je savais que c'était pour un objectif bien précis. Donc c'est ce qui m'a poussée. C'est ce qui aussi, si on parle de revers de la médaille, c'est ce qui aussi, ben, te fait perdre la route, parfois à plusieurs reprises parce que, quand tu fais ton sport pour aller chercher une médaille et non plus pour t'amuser, que tu oublies un peu ça, bah, c'est là où parfois tu te casses un peu les dents. Donc, il a été question pendant, les 8 dernières années voilà, de faire des virages, de me ramener sur les rails, que ce soit mes proches, mes entraîneurs, ou mes amis. Donc, c'est intéressant, c'est un trajet qui est jamais linéaire, comme tout dans la vie, comme celui d'un entrepreneur d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis passée d'une jeune femme à une vraie adulte et ça, c'est grâce au sport. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages et du coup, dans ces 4 premières années, est-ce qu'il y a un moment justement où tu vis ce truc où, ouais, j'ai vraiment envie d'aller vers les JO et en même temps, je suis peut-être plus très motivée ou très inspirée par ce que je fais, j'ai un peu une baisse de motivation? De 2016 à 2018, enfin même de 2016 à 2020, ça a été une constante progression. J'ai pas arrêté de progresser. Déjà, on a commencé à me voir sur le circuit international. J'ai commencé à faire des coupes du monde. J'ai commencé à partir en voyage tous les mois parce que j'avais des compètes partout. J'ai vraiment adoré ces années-là et pour te dire, elles sont passées super simplement. J'ai pas de souvenir de les sentir longues. J'ai pas les souvenirs de contraintes, tout était fluide. Ma maman gérait énormément la logistique, donc moi j'avais juste, tu vois, à préparer mes affaires et encore à monter dans la voiture pour soit aller à l'école, soit aller à l'entraînement. Donc j'ai pas senti de problématique sur ces 4 années. C'est plus sur la deuxième Olympiade où là vraiment vraiment j'ai intentionnalisé et je me suis vraiment engagée dans le projet Paris 2024. Et là, ça devenait plus un rêve, mais vraiment un objectif. Et c'est là où je me suis perdue à certains moments. Mais voilà, en tout cas, de 2016 à 2020, c'était une progression constante qui m'a fait aimer l'escrime et le métier d'athlète. Et justement, j'avais envie de revenir sur le moment où tu rentres à l'INSEP, donc c'est en 2019 et justement tout ce qui se passe aussi dans ta vie à ce moment-là, comment ça se passe? Tu vois, comment on te l'annonce?
Ouais, pareil, je m'en souviens très bien, 1re chose, c'est l'appel de l'entraîneur national, donc l'entraîneur de l'équipe de France qui évoque, cet j'étais, c'était en juin, tu vois? Je me souviens, j'étais sur ma terrasse, à Bordeaux et je reçois cet appel et j'étais, en fait, j'avais un sourire jusque-là, quoi. C'est pour nous, athlètes et surtout escrimeurs, quand on te parle de l'INSEP, avant, c'était vraiment un objectif pour moi parce que je savais que c'est là-bas que s'entraînaient les champions. En fait, j'ai compris avec le temps que c'était juste un tremplin et une étape, mais ça me faisait rêver parce que je voulais que ça devienne mon métier, quoi, d'être athlète de haut niveau. Donc je suis super contente, mais d'un autre côté, tout de suite, je me suis dit: «Ah là là, va falloir que je l'annonce à mon entraîneur», parce que ton entraîneur de club, c'est celui qui donne tout pour toi, qui arrange ses journées, son emploi du temps, sa vie familiale pour t'emmener en compète, pour t'entraîner. Donc ça me déchirait le cœur vraiment d'un côté, mais pour moi, la décision était prise, quoi. Ensuite, évidemment, je suis rentrée dans la maison et je l'ai annoncé à mes parents qui étaient juste ravis, heureux pour moi, fiers, très fiers. C'était aussi, le fruit de leur récolte, et de ce qu'ils ont semé pendant tant d'années parce qu'on va pas enfin moi je pense toujours à remercier les parents, les miens, mais les autres parce que c'est quand même, à la base un athlète ou un artiste ou qu'importe quelqu'un qui est talentueux dans son domaine, c'est parce qu'il y avait des parents pour le pousser. Moi j'ai plein d'amis, qui me disaient: «Ah bah non, moi mes parents ils m'ont interdit de faire du sport parce que j'ai pas eu des bonnes notes» ou alors, «Non moi je devais choisir entre études et sport». Enfin voilà, clairement, si tu as pas les parents qui te mettent le pied à l'étrier, qui te donnent leurs moyens logistiques, financiers pour y arriver, tu n'y arrives pas. Donc ils étaient très contents. Et puis, ensuite, il a fallu que j'annonce à mon coach, c'était moins facile, on a mis du temps à digérer et au départ, il était pas forcément triste de me laisser partir. Je pense qu'il c'est important aussi des entraîneurs de club de savoir que ça peut arriver et que c'est plutôt une fierté de laisser partir son athlète, dans des centres d'entraînement nationaux. Mais pour le coup, ça a pas été simple, quoi. Et justement, quand ça s'est passé avec lui, toi, comment tu t'es sentie? Parce que tu disais déjà dès le départ, tu le sentais, et puis bon, au moment où tu lui annonces, là, j'ai l'impression que d'après ce que tu dis, ça prend un petit peu de temps aussi à digérer, ce qui est cohérent, mais Ouais, on a quand mis beaucoup de temps à beaucoup de temps à le digérer. Je parlerais même de saison et ça prend trop de temps, hein, c'est pas normal, mais c'est juste qu'on avait une relation quand même qui était très fusionnelle et forcément il a vraiment beaucoup donné pour moi, donc c'était pas facile. J'ai tenté de lui expliquer, les raisons de mon départ. Il y avait plusieurs raisons, hein. Il y avait le fait que moi je voulais aller m'entraîner avec, des profils, plus challengeants pour moi pour progresser plus rapidement. J'avais une intention aussi de me rapprocher de Paris, et je lui annonçais, enfin, parce que je pensais que, tu vois, quand tu pars en compétition, c'est aussi plus simple parce que les compètes partent toutes de Paris. Et je lui disais vraiment que je pense que ça pouvait que m'apporter, mais que j'allais continuer à le suivre. Enfin, je voulais rester au club de Bordeaux, initialement. Donc on a passé une saison comme ça, en parallèle avec, je m'entraînais à l'INSEP. Le soir, je l'appelais tous les soirs pour que je lui dise ce que j'ai appris, ce jour-là, comment se sont passés mes matchs. Et en fait, c'est dans cette année-là où je me suis dit: «Bon, il faut que je quitte le club» parce que, les discours n'allaient pas, ils n'avaient pas la même vision de l'escrime et moi, ça se mélangeait là-haut. J'ai perdu un peu de temps, à essayer de tout traduire, l'escrime qu'on m'apprenait à l'INSEP, et l'escrime que j'avais dans le sang et lui, il essayait de faire le pont entre les 2, pas toujours de la meilleure des manières ou en tout cas, je comprenais pas de la meilleure des manières et du coup, c'était une année très compliquée. Je me suis un peu perdue et c'est à la fin de cette année que j'ai décidé de changer de club et d'intégrer un club parisien, aussi pour des raisons financières parce qu'à Bordeaux, à l'époque, il y avait pas d'aide pour, financer mes saisons. Donc c'est mes parents, et mes partenaires que je commençais à trouver qui assumaient tout et là, je suis montée sur Paris pour un club qui finance mes saisons, qui m'accompagne, bah, beaucoup plus facilement au niveau de la localisation forcément. Donc ça a été un autre coup de massue pour mon entraîneur et c'était dur. Mais maintenant, voilà, il y a de l'eau à couler sous les ponts et il comprend mieux mon choix. je comprends. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, ça doit être dur, et après c'est aussi, enfin, tu vois, c'est aussi de l'évolution de ta carrière, là où toi tu as envie d'aller et ce dont tu as besoin pour évoluer comme tu le veux, quoi. Plein de, il y a plein de parallèles, mais tu vois, c'est comme, une maman qui laisse, partir son dernier enfant, un entraîneur qui laisse partir son poulain, on va dire, ou alors un entrepreneur qui accepte de transmettre une entreprise. C'est des moments qui sont très durs, je le conçois pleinement, mais il faut vraiment essayer de voir le côté, ultra positif. C'est que quelqu'un te veut, c'est que quelqu'un est intéressé par ton profil ou ta société et je pense qu'il faut vraiment mettre les lunettes de la positivité à ce moment-là, pour en tirer le meilleur parti et pas faire, souffrir, ton athlète, ton enfant ou ton entreprise. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Et après, du coup, on peut mettre sur la période alors 2020-2024 où là, justement, l'objectif, c'est les JO de Paris. Comment ça se passe pour toi, justement, à ce moment-là? Enfin, du coup, ça fait 1 an que tu es à l'INSEP. Comment tu envisages cette deuxième phase aussi vers les JO 2024?
Yes, tu suis bien. Alors, écoute, pour moi, quand tu entres à l'INSEP, c'est pour les Jeux. Parce que bah, tous les sports qui sont à l'INSEP sont des sports olympiques. Donc, c'est vraiment l'ADN de ce campus. Donc, c'était logique pour moi d'arriver avec un objectif olympique. En un an, tu ne prépares pas les Jeux. Donc, je savais que ils ont fait une bonne stratégie, je pense, c'est de me faire rentrer un an avant les Jeux. Comme ça, j'ai vécu une année pré-olympique. J'ai vu ce que c'était des sélections, j'ai vu ce que c'était une ambiance de sélection, j'ai vu ce que c'était le stress, la pression médiatique. Et donc, c'était très intéressant pour moi, jeune escrimeuse, de découvrir cette ambiance-là. Et je me suis, enfin, vraiment, ça a été une année de transition et incroyable. Autant physiquement, j'étais vraiment très bien préparée à Bordeaux. J'ai pas senti un changement drastique au niveau préparation physique en termes de quantité. Évidemment, les charges changent, les enjeux changent, mais c'est vraiment sur cet aspect escrime où j'ai pris pas mal de temps à m'y habituer. Et en parallèle, j'avais toujours mes études de commerce international, donc que je faisais à distance. Ça aussi, c'était un challenge parce que mes études étaient à Bordeaux et à l'époque, le distanciel n'existait pas. Donc, ils m'ont dit, bah, je suis désolée, on ne peut pas poursuivre ton école. Tu dois changer d'établissement. Donc, j'ai dû changer d'école pour intégrer Paris. Enfin bref, c'était un autre challenge. Et donc voilà, je gravite comme ça pendant quelques années. Les Jeux de 2021 passent. Et surtout le Covid passe par là. Donc le Covid, pas d'entraînement à l'INSEP, on revient à Bordeaux. Donc, c'était un petit challenge, mais pour le coup tout le monde le vivait, donc c'était pas exclusivement réservé à moi. Et quand je reviens de l'INSEP, donc on est en 2021. Quand je reviens à l'INSEP du Covid, on est en 2021, et là c'est le sprint. Il y a 3 ans, je me mets en mode athlète 100%. Et je ne pense que escrime entraînement. Et c'est ça qui m'a permis de continuer à progresser avec une progression qui est beaucoup moins pentue que de 2016 à 2020. Mais en tout cas, dans la compréhension de mon jeu et dans l'autonomie, j'ai beaucoup grandi. En club, avec mon entraîneur, j'écoutais beaucoup. Moi, j'adore qu'on me coach et qu'on soit très concret dans ce que je dois faire. Je suis quelqu'un qui applique très bien les règles et qui applique très bien ce qu'on me dit de faire, les consignes. J'étais une bonne élève. Et je prenais un peu moins mon match en main, ce qui fait que dans des moments un peu challengeants, 14-14 pour un match qui va en 15, bah, parfois, j'avais plein d'indications et j'arrivais pas à prendre de décision sur une piste. Donc c'est peut-être ce que j'ai le plus appris à l'INSEP, c'est l'autonomie. Ah, hyper intéressant. Ça, je vais revenir après, mais je me demandais, est-ce que tu avais mentionné quelque chose que je trouvais intéressant sur le côté un peu les enjeux autour des sélections, la pression qu'il peut y avoir aussi, et je me demandais, c'est quoi l'ambiance justement à l'INSEP dans ces moments-là, sachant aussi, je veux le placer là, comme ça tu peux peut-être répondre aussi, tu m'as déjà parlé justement de ce challenge au niveau de l'escrime entre on s'entraîne ensemble, mais en même temps on est concurrents, tu vois, en compétition, et peut-être que tu vas l'inclure là, je sais pas, ça m'intéresse de savoir justement qu'est-ce qui se passe un peu dans les coulisses dans ces moments-là, et toi comment tu vis surtout. C'est très particulier, effectivement, on est 12 filles, 12 fleurettistes dames à partir en coupe du monde et à faire 6 coupes du monde durant l'année pour être dans le 4, dans le quatuor final pour les championnats du monde, les championnats d'Europe et tous les 4 ans les Jeux olympiques. Donc c'est une course sur une saison. Mais j'avoue que l'année olympique, eh bien, on est 12 coéquipières tous les jours. On se voit plus que nos familles quand même, hein. On passe 5-6 heures ensemble tous les jours. Et, on est aussi adversaires sur la piste. C'est-à-dire que quand on part en Coupe du Monde, bah, on sait très bien qu'il y en a qui vont gagner des points, d'autres qui vont en perdre. Que fin de saison, vers mai-juin, la sentence va tomber et qu'il y en a 4 qui vont être sélectionnées, 2 qui vont être remplaçantes et les 6 autres qui vont être remerciés et qui pourront pas participer à l'objectif de leur carrière. Ça fait que plus la date se rapproche, plus tu sens une tension quand même, que ce soit de la fatigue, parce que c'est très fatigant une année de sélection. On donne plus, peut-être naturellement et sans même s'en rendre compte. Forcément, on donne plus sur la piste, on donne plus dans notre engagement, dans notre engagement physique, mental, etc., dans tout ce qu'on met en place. Donc c'est éreintant. Donc quand tu arrives à la fin de la saison, déjà tu es fatigué, puis en plus il y a de l'irritabilité qui arrive. Tu vois qu'il y a de la concurrence, tu vois comment évolue le classement. Donc il y en a qui savent qu'elles sont peut-être égalité avec une autre fille, donc forcément tu t'entraînes parce qu'en plus on a un sport d'opposition, c'est-à-dire qu'on s'oppose quotidiennement dans nos matchs et parfois tu peux rencontrer entre guillemets ta rivale. Bref, l'ambiance n'est pas forcément la même qu'une année post-olympiade. Par exemple là cette saison, bon, il n'y a pas de pression. Tout le monde est content de repartir sur une olympiade avec du renouveau, donc c'est très intéressant. Et parfois il peut y avoir un peu
de l'électricité dans l'air, notamment au dernier stage avant de partir aux Jeux Olympiques. Bah là, oui, tu sens que voilà, il y a plus de cris. T'as envie de, c'est normal, t'as envie de toi te sentir prête et donc d'être performante. Donc nous qui avons un sport avec une forte importance liée à l'arbitrage, voilà, à qui tu donnes le point, bah forcément tu vas essayer de donner de la voix pour dire non, c'est moi qui ai raison, je suis sûre, mon action elle est bonne. Enfin voilà, forcément dès que tu as de la pression, tu as des émotions qui sont moins faciles à gérer. Hyper intéressant. Et toi, comment tu le vis justement cette phase-là? Tu t'en es où dans le classement? Peut-être si on prend la dernière année, là, avant les JO 2024, t'en es où dans le classement et c'est quoi l'enjeu, tu vois, pour t'avoir dans cette sélection et peut-être vers la fin, justement? Alors, j'ajoute juste quelque chose avant, que j'ai pas précisé, c'est que l'escrime, c'est un sport individuel et collectif. Ça veut dire que le samedi, tu as, 4, tireuses individuelles qui vont tirer sur des étrangères et essayer de monter, vers la première marche du podium. Et le lendemain, donc moins 24 heures après, tu dois faire équipe pour aller chercher la médaille d'or. Ce qui fait qu'il arrive parfois que deux coéquipières françaises se rencontrent adversaires la veille. Il y en a une qui perd et le lendemain, elles doivent être meilleures coéquipières sur la piste avec une bonne ambiance pour aller chercher la médaille d'or. Donc ça, c'est une vraie. Je trouve que l'escrime par rapport à l'entreprise, il y a beaucoup de parallèles parce que bah, c'est comme en entreprise, tu fais partie d'un petit groupe, tu es managé par quelqu'un comme notre coach. Mais même si tu as un enjeu collectif, bah, chacun a ses petites tâches personnelles à faire et parfois même, voire très souvent, tu as de la compétition intra-collaborative pour des primes ou des postes. Donc l'analogie peut se faire pas mal aussi. Donc par rapport à ta deuxième question, donc si on fait un petit bond aussi et qu'on arrive en 2020, reste donc une saison et l'année pré-olympique, moi, c'est vraiment la meilleure. Je commence, je pense, à voir que j'arrive dans l'année dont je rêve depuis que je suis toute petite et que en plus c'est Paris, donc tous les projecteurs sont mis sur nous, mais vraiment l'escrime, c'est le sport des Jeux Olympiques depuis la nuit des temps. C'est un sport qui a toujours performé et c'est le sport qui rapporte le plus de médailles aux Jeux Olympiques. Donc forcément, je sens la tension monter. On le voit, tu as des médias qui s'intéressent à nous. Il y a des gens que je croise ou que je rencontre dans la rue et quand je dis que je fais de l'escrime, tout de suite, c'est mais tu vas faire les Jeux Olympiques. Tu vois, il y a une pression qui s'installe Ouais. et que je vis pas forcément très bien. Mais je m'accroche, il y a pas de souci, je donne tout. Mes performances sont pas trop au rendez-vous. Donc je sais, plus l'année avance, moins je sais que je vais y participer et plus je sens que mon rêve s'éloigne. En plus, je deviens de plus en plus triste. Je me trouve de plus en plus nulle. Mon estime de moi diminue très fortement. Ma confiance en moi encore pire. Et là, je me dis que ça va être très très dur de finir, très très dur de continuer après ça. Et alors j'essaie de m'accrocher au tu vois, j'essaie de me dire: «Allez, je vais essayer d'être remplaçante», tu vois? Donc il me manquait un petit résultat, pour être remplaçante et je me dis que ça pourra arriver tôt ou tard. Finalement, ça n'arrive pas, la sélection tombe, et là, bon, c'est pas une surprise donc j'éclate pas en sanglots, loin de là. C'était juste, un dernier coup de massue, tu vois? Pour me dire: «Bon, ben, tu pas réussi et c'est un échec et tu as rêvé quelque chose, tu as rêvé de quelque chose, que tu n'as pas réussi à concrétiser et pourtant, j'ai tout donné pour que ça se concrétise. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est autant, tu vois, t'arrives au jour J, t'es pas prise et toi, tu sais que t'as pas été sérieuse, tu sais que t'as pas été à tes entraînements. Bon, c'est une chose, mais là, vraiment, je suis, tout mon entourage le dit, le sait, je suis quelqu'un de très sérieux. Je suis pas forcément talentueuse. L'escrime n'est pas inné chez moi, mais par contre, qu'est-ce que je travaille. Tu vois, j'avais cette intention d'arriver 30 minutes avant l'entraînement, de repartir entraîner, échauffer, étirer, que ce soit complet. Ma boisson était parfaite, mon alimentation parfaite. Je me prenais beaucoup la tête. Donc, grosse déception. Ouais. Et puis, si j'avance un petit peu, donc je passe évidemment un été quand même fabuleux comme j'imagine, la majorité des Français. J'ai de la chance et d'avoir beaucoup d'opportunités fabuleuses, de pouvoir, commenter l'escrime au Petit Palais, de pouvoir, suivre les athlètes au Club France. Enfin, j'ai eu un été merveilleux. Évidemment, je suis allée voir, l'épreuve, du fleuret dames pour aller voir, mes coéquipières et notamment Eva, ma meilleure amie, et de verser beaucoup de larmes pour elle parce que j'avais envie d'être de l'autre côté des gradins, mais j'étais très heureuse pour elle. Et puis fin de l'été, je me dis allez.
tu pas fait tout ça pour rien. On est reparti, il y a 2028 qui arrive. 2028, ce sera vraiment ton âge d'or, parce que voilà, on dit qu'un âge d'or, de la médaille, dans l'escrime, c'est 28-32 ans. J'en aurai 28 à Los Angeles. Je me dis: «Allez, c'est ta fenêtre de tir, tu as tout vécu, ça va être pour toi». Donc je repars, comme avant, avec beaucoup d'entraînement, peut-être même un peu plus. Et puis, 1 mois après, grosse stop, puisque je subis une rupture complète des ligaments croisés, plus, fissure des 2 ménisques. Et pour moi, ça c'était je me suis blessée sur un mouvement qui est extrêmement commun. Donc je me dis: «OK, c'est pas une question de matériel, c'est pas une question de technique ou de stratégique. Cette blessure, elle te dit juste, bah, voilà, tu as fini un cycle et tu pas accepté de changer quelque chose et de changer ton entraînement. Eh bien, moi, je t'impose, une pause et tu vas te poser les bonnes questions, quoi». Ah, hyper intéressant. Merci, voilà, de partager tout ça. Je trouve ça hyper intéressant et je me demande, juste peut-être, la période olympique justement et cette année justement où tu disais qu'elle est quand même compliquée à vivre et que, les résultats suivent pas, tu as cette sensation un peu d'échec, tu te sens de moins en moins bien. Pour toi, avec du recul, qu'est-ce qui se passe cette année-là, tu vois, qui génère peut-être aussi tout ça? Je pense que, j'ai mis le curseur, donc mes objectifs à des endroits pas optimaux, heu et avec les mauvais ingrédients. Donc tu vois, je me suis dit, je me donnais évidemment, je voulais coûte que coûte, les Jeux olympiques de Paris. Ça me faisait rêver parce que c'était les Jeux et encore plus parce que c'était Paris. Et d'un autre côté, les ingrédients que je mettais n'étaient pas à la hauteur. C'est-à-dire que, j'étais pas engagée, j'étais pas au centre du projet. J'avais encore cette systématique où même si j'avais gagné en autonomie, je savais pas trop me débrouiller toute seule sur une piste. Et je pense que parfois je m'écoutais pas dans le sens où j'ai un petit bobo, j'arrête, mais dans le sens où, je je suis une athlète senior et quand tu es une athlète senior, pour moi, ce qui fait un peu la différence, c'est que tu dois savoir quels entraînements sont bons pour toi. Tu dois savoir, quel type d'entraînement tu dois avoir avant une compétition qui te mette dans des bonnes conditions. Et moi, je savais pas tout ça. Moi, je suis quelqu'un, il faut qu'on me donne un planning avec, toutes tes heures d'entraînement, tout ce que tu dois faire. Et même si c'est des quantités, je sais pas si je dois faire 45 heures d'entraînement dans la semaine, je les ferai, même si c'est dur. Je suis quelqu'un qui adore le travail et qui sait mettre le pied à l'étrier. Mais ça, ce genre de comportement, c'est bien au début parce que ça te forge un mental, ça te forge un physique et tout ça. Mais ça a vraiment ses limites parce que ça te freine dans ta progression. Parce que finalement, il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et les entraîneurs, ils vont te proposer un panel d'entraînement, de propositions, d'idées, de stratégies, de techniques. Mais si toi, tu les prends toutes, il y a aucun sens et tu aucun liant, si on reparle de ma mayonnaise. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, c'était le fait d'être une athlète adulte, c'est de se dire, OK, bah moi, peut-être que par exemple, je sens que j'ai besoin de travailler de l'explosivité. Bah tiens, avant une compète, j'ai repéré que quand je faisais des mouvements de soulevé de terre et de traction, je me sentais peut-être belle, peut-être forte, et c'est ça qui va se répercuter sur la piste derrière. Et cette gymnastique-là, je l'ai créée un peu cette année dans ma blessure, mais je l'avais pas du tout avant, et j'avais l'impression que faire beaucoup, ça allait me mener à des résultats obligatoirement. Et en fait, faire beaucoup, ça te mène à des résultats, mais pas les meilleurs, parce que finalement, t'as pas ta patte, t'as pas ton identité. Donc, c'est vraiment ce que m'a appris cette blessure, c'est qu'il faut être au centre du projet et s'écouter non pas pour s'arrêter au premier bobo, mais s'écouter pour, pour modeler l'entraînement parfait qui va te correspondre. Et les entraîneurs, ils sont là pour t'accompagner. Ils sont plus là quand tu es une athlète senior ou une athlète expérimentée. Ils sont plus là pour t'imposer les entraînements. Ils te guident, ils t'accompagnent pour que tu te révèles de la meilleure des façons possibles. Je trouve ça intéressant dans le fond pour le sport, mais de manière générale, je trouve qu'on nous pousse beaucoup à en faire plus. Enfin, moi, je trouve dans le sport encore plus, ouais, en faire toujours plus. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat aussi, parfois, tu veux lancer plein de stratégies en parallèle, faire plein de choses pour aller chercher des clients. Et j'aime bien ce côté plutôt de se prioriser ce qui va fonctionner et d'aller vers une notion d'efficience. Donc, c'est pas la quantité qui compte, c'est surtout la qualité, aller vers les actions qui vont vraiment t'amener à avoir des résultats. C'est ce que j'entendais un peu dans ce que tu disais. Ouais, ce côté de Et en plus, dans le sport, tu as une dimension que tu as peut-être moins dans l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise, c'est la notion de blessure. Et pour le coup, si tu en fais trop, tout de suite, tu vas le vivre, le ressentir.
que ce soit même sans parler des croisés, mais une année sans blessure dans le sport de haut niveau, c'est quand même rare. Mais évidemment, heureusement, j'allais dire, tu as des petites blessures qui vont te durer 1 ou 2 semaines, qui vont juste te dire attention, t'en as trop mis. Donc tu vois, pour jauger, nous on utilise beaucoup notre corps, et même avant d'avoir une vraie blessure, on peut sentir, moi ça m'arrive très souvent, d'arriver à l'entraînement et de me dire là, je sens mon muscle qui est un peu congestionné. Donc, je vais peut-être en faire moins ou alors beaucoup plus m'échauffer. On sait très bien, nous, on est très performants dans l'écoute de notre corps, de nos muscles, de nos sensations, qui nous permet de venir euh, mieux jauger nos missions et nos tâches qu'on va faire dans la journée. Mais tu vois, dans ma casquette de conférencière et de chef d'entreprise, bon, ben, j'essaye de l'appliquer, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie d'écouter mon corps pour qu'il me dise où est-ce que j'en suis et si je peux tirer sur la corde aujourd'hui ou pas, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et t'as toujours eu cette conscience-là ou ça s'est développé en cours de route? Parce que tu vois, moi, si je prends, ou alors j'ai pas eu un parcours de hyper haut niveau non plus, tu vois, c'était du haut niveau en Belgique, mais pas, tu vois, au point d'avoir vraiment un préparateur mental et des équipes autour de moi. Par exemple, c'est quelque chose, moi, dont j'avais pas conscience, quoi. C'était vraiment, j'étais vraiment dans ce truc de, je me dépasse et j'en fais toujours plus et c'est jamais assez. Donc, tu vois, je me demandais, est-ce que toi, t'as toujours eu conscience de ça ou c'est arrivé en cours de route par rapport à des événements, par rapport à des personnes qui t'ont sensibilisé à ça? Concrètement, moi, je pense que jusqu'à Paris, j'étais un peu dans ce que tu décrivais avant. Donc, il fallait que j'en fasse beaucoup, toujours plus, et j'y allais un peu tête baissée, même si, en fait, j'ai commencé un travail de préparation mentale très tôt. J'avais 16 ans et j'y allais à la base pour une problématique qui était que je gérais très, 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 très mal l'échec, mais à tel point que, tu vois, quand j'étais dans un match et qu'il y avait -3 au score, tu vois, qu'il y avait par exemple 3-0 pour l'autre, bah, c'était fini. Je pouvais me débrancher, c'était pareil, c'était la fontaine, je pleurais sous le masque et c'était plus possible. Ça me desservait énormément, il fallait que je gagne, quoi. Donc, tu te doutes bien que dans le sport, c'est pas toujours ça. Donc, j'ai commencé à aller voir un prépa mental pour ça. Et lui, forcément, m'a appris cette dimension un peu plus spirituelle, de l'écoute de toi, plus rapidement que d'autres, ça c'est sûr. Donc forcément, j'avais une meilleure approche, même si j'en faisais beaucoup. Je savais que c'était important de mettre en place des pauses, de respirer, de méditer, de visualiser. J'ai toujours eu ces petits outils dans ma boîte à outils à utiliser quand je le souhaitais, donc ça m'a aidée forcément. Mais c'est vrai que là, les croisés, grosse prise de conscience à me dire: «OK, tu vas passer 8 mois à être rééduqué, mais par contre, quand tu reviens, on change tout, quoi. Moi, je refusais de revenir à nouveau avec les mêmes principes, les mêmes certitudes, parce que j'allais de nouveau au mur, enfin droit au mur. Donc, j'ai essayé de trouver, de me comprendre, de savoir qu'est-ce qui pêchait moins. Et donc, encore une fois, j'ai fait appel à des personnes. Moi, je pense que c'est pas vrai qu'un athlète doit être égoïste, en tout cas, pas tout le temps, et il doit savoir s'entourer. C'est vraiment la force d'un du sport de haut niveau. On le voit là en ce moment au Tour de France, tout le monde a un staff, une équipe très très dense et avec plein d'experts dans plein de domaines différents. Pourquoi ce serait pas le cas dans la vie normale et dans le monde de l'entreprise? Donc là, voilà, après Paris, je suis allée à la rencontre de plein d'autres corps médicales pour essayer de mieux me comprendre. J'ai découvert d'autres outils, la micronutrition. J'ai aussi appris mon anatomie, tu vois, parce que petite anecdote, quand je ressors de la radio, la kiné me dit: «Écoute, effectivement, le verdict tombe, rupture des croisés et aussi fissure des 2 ménisques». Et alors là, je me souviens avoir regardé mes 2 genoux, en me disant: «Mais, je comprends pas, j'ai mal qu'à gauche, quoi». Et c'est là où j'ai appris qu'il y avait 2 ménisques dans un genou. C'est tout bête, mais quand du coup, j'ai appris toute l'anatomie du genou et ça m'a fait grandir parce que forcément, quand tu comprends qu'est-ce qui a pété dans ton genou et que tu comprends comment on l'a réparé, bah, moi, j'ai toute confiance. Ah, c'est trop bien. Je vais revenir là-dessus, mais je veux juste revenir sur un détail aussi pour donner du contexte. Je trouve avant cette année olympique, parce que tu me l'avais partagé un peu en off, c'est l'année aussi où tu lances un business avec ta coéquipière. C'est Anna, c'est ça? Donc, Eva. Eva, pardon, Eva. Tu vois, pour remettre aussi un petit peu de contexte, parce que la question c'est justement qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, et tu vois, c'est l'impact aussi par rapport à la préparation olympique, parce que du coup, t'es pas que focus là-dessus, t'as quand même aussi, t'as déjà un business de conférencière, tu lances celui-là, tu vois, pour avoir un peu la big picture, si je peux dire. Ouais, d'ailleurs par rapport à ça, lorsque je me suis blessée, il y en a certains qui m'ont tout de suite dit: «Ouais, mais c'est parce que tu en faisais trop» et pas trop dans le plan escrime, mais trop parce que, bah, j'avais une entreprise, je faisais des conférences et j'aimais bien faire du mannequinat et ça par contre, c'est la chose, heu, dont je suis certaine que c'est faux, tu vois? J'ai toujours été intimement convaincue et je le suis aujourd'hui que moi j'ai besoin
d'avoir plusieurs casquettes, d'avoir plusieurs centres d'intérêt pour me sentir performante dans plusieurs domaines et que quand ça va pas dans un domaine, forcément, je me sens mieux dans un autre. Donc ça, c'est vraiment peut-être quelque chose que je n'ai pas changé. Ce que j'ai changé, c'est l'organisation et la manière de les imbriquer dans ma journée, ça c'est évident. Mais effectivement, l'année, enfin 1 an et demi avant, les Jeux de Paris, mon entreprise de conférences marchait, super bien parce que je pense que les entreprises voyaient arriver les Jeux et donc ils avaient envie de faire, intervenir des athlètes, auprès de leurs, employés et j'avais parfois trop de sollicitations et le coach me disait: «Écoute, nous, on aimerait bien que tu en fasses maximum 2 par mois, parce qu'on sait que ça te prend du temps, de la bande passante, et cetera». Et donc je me suis dit: «Il va falloir que je trouve une idée pour, faire en sorte de continuer à inspirer les collaborateurs, mais d'une manière, plus hybride peut-être ou en intégrant du distanciel qui grâce, au covid, a vu le jour». Et à ce moment-là, j'en parle à une amie, qui s'appelle Eva, dans un aéroport pour aller sur une coupe du monde et alors il faut savoir qu'on s'était beaucoup rapprochés déjà, on était très proches et puis j'aimais beaucoup son mindset, sa manière de penser dans l'aspect professionnel. Donc je savais qu'un jour peut-être qu'on voulait bosser ensemble. Et là, je lui parle de cette idée et elle me dit: «Mais trop bien, viens, on va créer une formation hybride avec du distanciel et un peu de présentiel». Et je lui dis: «Allez, on fait ça». Donc nous voilà partis pour créer, une formation de 10 heures avec 10 champions qui transmettent 10 soft skills, au monde de l'entreprise et ça a été une super aventure qui nous a permis, je pense, de dédramatiser un peu l'arrivée des Jeux de Paris. Parce qu'on se préoccupait parfois simplement de, aller au rendez-vous client pour vendre notre projet et pas de: «Ah bah tiens, la semaine prochaine, on a une coupe du monde sélective pour les Jeux olympiques», tu vois? Et je pense que ça nous a aidés, et ça nous a permis aussi, hem, quand on voulait décrocher de l'escrime, bah, de le faire et d'avoir une vraie entraide. Parce que dans cette course olympique, en fait, on avait un super duo et quand l'une n'allait pas bien et on a toutes les 2 touché le fond ou alors on été très, très, démotivées ou tristes à certains moments et ben, de par notre connexion professionnelle, on a pu venir relever l'autre et aussi entreprendre. On sait que c'est une aventure à 2, c'est génial parce qu'on comprend l'autre. On est toutes les 2 athlètes, donc quand Eva, elle me disait: «Bah là, en fait, Jade, j'ai une leçon, j'ai pas le temps, je me sens pas du tout cette semaine, dans l'entreprise, j'ai envie de me consacrer à l'escrime». Mais bien sûr, on sait que c'est notre objectif principal. Donc, je lui disais: «T'inquiète, je prends les rênes». Et elle, pour le coup, est allée aux Jeux Olympiques. Et pour le coup, heureusement, moi, j'avais Edge à ce moment-là. Edge, c'est notre entreprise, Edge Unlimited. Heureusement qu'elle était là parce que ça m'a permis d'être occupée. Il y a rien de pire quand tu échoues quelque chose et que tu n'avais que ça dans ta vie, bah, que de retrouver sans rien et tout d'un coup d'avoir des journées vides. Là, au moins, je pouvais me consacrer à la boîte et je lui ai dit: «Eva, mais là, tu vas sur tes jeux, tu te concentres sur tes jeux. Moi, je prends les rênes et toi, tu es en train de réaliser l'objectif de ta vie, tu le fais, en fait». Et cette complémentarité nous a permis de passer bon nombre d'épreuves. OK, trop chouette. OK et justement, tu avais parlé aussi un peu avant qu'on enregistre vraiment le podcast, du côté aussi où l'une est sélectionnée, l'autre pas. Comment tu le vis toi, du coup, à ce moment-là, par est-ce que ça a un impact, tu vois, sur votre duo, sur, Eh bien, c'est vraiment là où je me suis dit: «OK, c'est vraiment, ma meilleure amie». C'est que j'étais profondément heureuse pour elle, sans jamais aucune jalousie, aucun regret. Le seul regret que j'avais, c'était exclusivement pour moi, mais pas par rapport à elle et je me souviens très bien elle est arrivée dans les vestiaires, elle venait de l'apprendre et alors Eva est très peu, émotive, très peu expressive, mais en fait, juste, ça se voyait dans ses yeux. On s'est pris dans les bras et je lui ai dit à quel point j'étais fière d'elle et en plus, Eva, c'est quelqu'un qui est, très loyal, qui est resté dans son club, pendant, bah, toute sa carrière. Elle y est encore. Elle donne beaucoup de son temps. Elle inspire beaucoup les jeunes aussi. Enfin c'est vraiment même en dehors de notre amitié, quelqu'un que je respecte beaucoup sur la piste et que j'ai toujours beaucoup respecté même avant qu'on se rencontre, sur le plan amical. Donc j'étais juste très contente pour elle et après, finalement, j'ai eu beaucoup d'avantages de vivre les jeux à travers elle, parce que j'ai pu la suivre, j'ai pu aller dans les inside un petit peu. Elle a pu m'exprimer ce qu'elle ressentait, les hauts, les bas. Donc c'était à la fois génial aussi et puis de vivre cette émotion, de voir quelqu'un sur la piste que tu connais, que tu sais par quoi elle est passée. Bah, le jour des jeux, c'était juste fabuleux et voilà, comme je te disais, j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais à la fois super fière pour elle. J'entendais il y avait un encouragement que nous, on ne connaît pas en tant qu'escrimeur. Il y avait un monde dans la salle, c'était fabuleux et puis ouais, je savais que c'était elle, je savais ce qu'elle vivait,
de loin, mais je me doutais de ce qu'elle vivait, donc non, une grande joie pour elle. Oh, trop chouette. Ah, c'est chouette de donner cette vision-là aussi, que je trouve ça chouette qu'on puisse, tu vois, dans le sport qui est de base très, très compète, au-delà de ça, il y a aussi, des amitiés, des choses, vraies et qui sont plus fortes, quoi, quelque part. Complètement, et je pense que c'est important de le souligner parce que, enfin, dans le sport, tu as beaucoup de compétitions, on l'a dit, et il faut savoir s'entourer. Donc, j'en ai parlé des experts et tout ça, mais il faut aussi trouver une, 2, 3 très, très bonnes amies avec qui tu peux, te lâcher sans avoir peur de jugement, ou bah, oui, tu peux aller critiquer les sélections, tu peux aller critiquer, un entraînement, voilà, c'est important de pouvoir s'exprimer. Donc, moi, j'ai effectivement ça dans ma vie, perso, dans ma vie de couple, dans ma famille. Mais là, d'avoir quelqu'un qui vit ce que tu vis, parfaitement, et ben, tu peux aller, échanger avec elle, et ça te permet de te ressourcer aussi. Ouais, c'est trop bien. Et je voulais revenir sur le côté, tu vois, je me disais justement, si on prend Jade à 16 ans qui tu me disais, tu vois, très peur de l'échec, au point ça la paralyse parfois sur enfin ça pendant les matchs, quoi. Et si on prend, tu vois, Jade après, les JO justement 2024, où j'entends que tu l'as perçu un peu comme un échec, mais j'entends aussi que tu as vu plein de points positifs aussi par rapport à ça. Tu vois, comment ça a évolué justement ta vision de l'échec, mais peut-être aussi ta vision de la réussite du coup, et c'est quoi pour toi réussir? Enfin, c'était quoi à l'époque? C'est quoi aujourd'hui pour toi réussir? Trop intéressant, et c'est d'ailleurs, l'un des messages principaux que j'aime envoyer en entreprise. C'est qu'on parle beaucoup de performance, énormément, et quand j'étais plus petite, bon, après ça a changé, on va dire, ouais, il y a quelques années, mais je pensais qu'être performante, c'était, avoir une médaille d'or autour du cou à la fin de la journée, tu vois? Et là, je me suis dit: «OK, je suis performante, j'ai été performante». Et en fait, c'est une vision de la performance, mais qui est extrêmement, et qui, je trouve, te fait passer une vie, tout le temps, challengeante, plutôt, très souvent, décevante et triste. Et donc du coup, je me suis rendue compte qu'en fait, être performante, c'était, un chemin, et que, l'idée, c'était de tous les jours pouvoir récolter des fleurs sur ton passage, sur ce chemin, pour qu'à l'arrivée du chemin, tu puisses, réussir ou non, mais quoi qu'il arrive, être avec un bouquet de fleurs, arriver avec ce bouquet de fleurs de compétences qui ne sont autres que des, voilà, des compétences que tu as appris sur ton chemin, avec les obstacles que tu as dû surpasser. Mais en tout cas, tu arrives avec ce bouquet de fleurs, et tu vois, si je fais l'analogie avec Paris 2024, bah, je me suis dit: «OK, c'est un vrai échec», et pour le coup, oui, il y a du positif, mais on va pas se mentir, c'est un échec. Eh bien, je me suis forcée à essayer de me retourner et à me dire: «OK, qu'est-ce que tu as appris sur ces 4 années, sur cette olympiade?» Et je te promets que, donc j'ai fait cet exercice par écrit, et j'ai listé, mais un nombre incalculable de choses, et je pense que je pourrais encore le faire aujourd'hui et continuer cette liste. Mais je sais pas, j'ai appris à pitcher, une entreprise devant, un parterre d'investisseurs. J'ai pris la parole devant, des milliers de personnes, en conférence. J'ai appris à être plus explosive. J'ai appris à réparer mon matériel électrique parce qu'avant je le faisais pas. Heu, mais je pourrais t'en citer plein. Et donc finalement je me suis dit: «OK, j'ai été performante». Parce que la performance, c'est une progression, c'est un chemin. Que oui, la médaille d'or, c'est, la cerise sur le gâteau, mais que c'est pas grave de pas être, aux Jeux olympiques, de pas réussir un poste, de pas réussir à avoir un poste en entreprise, ou bien, d'organiser, parfaitement tel ou tel événement. Ce qui compte, c'est que tu le fasses, et que par contre, tu fasses un débriefing de ce qui vient de se passer, parce qu'il est hors de question qu'un échec ne te serve pas pour la suite. Et le vrai, vrai échec, ce serait d'échouer et de se dire, «Je ferme les yeux, je ferme le bouquin, je pars de cette ville, je déménage à 1000 kilomètres pour l'oublier». Ça pour moi, c'est un vrai échec de vie. Donc là, je me suis mis frontalement devant cet échec. J'ai pris une feuille blanche, un stylo, et j'ai commencé à m'introspecter pour m'en servir concrètement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ma plus belle réussite. Ouais, c'est génial tout ce que tu partages parce que justement, je lisais un bouquin sur la performance où ils reprenaient, tu vois, ils ont interviewé plein de sportifs de haut niveau. J'ai oublié le nom des auteurs, c'est pas très important, mais plein de sportifs de haut niveau, des entrepreneurs aussi qui génèrent des millions, des milliards. Tu vois, ils essaient un peu de repérer c'est quoi finalement les 3 choses les plus importantes qu'ils avaient en commun. Il y avait notamment cette notion de résilience, et ça me fait pas penser à ce que tu dis, tu vois, quelque part si tu restes dans une perception d'échec et que tu regardes que tes résultats, tu restes focalisé là-dessus, tu vois pas tout ce que tu apprends, tu vois pas le chemin, mais ça t'aide pas non plus à rebondir, tu vois, et à avancer encore d'une autre manière vers tes objectifs. Donc, je trouve que c'est vraiment un truc hyper important, tu vois, cette espèce de mindset de croissance, justement, et voir ce que tu apprends, et se focaliser, parvenir aussi à se focaliser sur qui tu deviens, tu vois, comment tu évolues au-delà de l'objectif final, qui est bien souvent, en fait, pas totalement dans ton pouvoir, tu vois. Donc,
Ça a aussi du Ouais. sens de pas focaliser juste là-dessus, quoi. Tu as tout à fait raison. C'est primordial et je pense qu'on devrait plus nous l'inculquer, parce que simplement ça permet de détacher un peu, ta personnalité et ce que tu es toi d'une performance, médaillée ou d'un résultat et en fait, c'est ça en France, dans le sport qu'on perd souvent, c'est ce côté plaisir, tu vois? J'en parlais au tout début mais, quand tu fais cette course parce que le monde du sport de haut niveau, c'est une course sans arrêt à la performance et parfois même, c'est assez effrayant, mais tu vois des athlètes qui sortent de leur course ou de leur compétition, en ayant réussi et qui te disent, «Bah, je suis trop contente, ça prépare bien, les championnats du monde, dans 2 semaines, dans 2 mois», j'en sais rien et tu te dis: «Mais attends, enfin, c'est trop bien, oui, c'est bien d'avoir une ambition et tout ça, mais apprends à profiter de ce que tu viens de vivre, quoi». Parce que c'est rare, c'est un moment unique, beaucoup de personnes aimeraient être à ta place et parfois on est trop dans cette course au résultat et on oublie trop de se retourner, mais ne serait-ce que, voilà, que 10 minutes sur un papier et de savoir ce qui s'est bien déroulé et tout ce que tu as mis en place pour réussir. On ne capitalise pas assez sur ces réussites, on est sans arrêt dans cette course effrénée à la performance. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Parce que de manière générale, je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose aussi, c'est toujours plus de chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, c'est aller dans plein de domaines. Je pense après, c'est culturel aussi, ce truc de c'est jamais assez, il en faut toujours plus. Mais c'est vrai que quand t'es dans cette course effrénée, que tu t'arrêtes jamais pour à un moment donné décider de profiter, en fait, de ce qui se passe, bah, finalement, tu cours juste tout le temps après quelque chose que tu n'atteins jamais, quoi, Exactement. là-dessus. Et peut-être pour clôturer, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la blessure parce que je trouve ça hyper important. Parce que pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, moi aussi, je me suis blessée, les gars en croisé. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est les blessures, c'est franchement, je la trouve très compliquée de par ce qui se passe sur le moment. Tu me diras peut-être toi comment tu l'as vécu, mais après aussi de la rééducation qui est quand même longue. Et justement, tu vois, de tout le challenge corporel et mental qu'il y a autour du, de l'accident en soi et puis après de la rééducation. Et donc, je me demandais justement comment tu le vis au moment où ça arrive, tu vois, sur le moment même. Tu parlais tout à l'heure du diagnostic justement qui arrive en plus avec les 2 ménisques. Comment tu te Oui. sens au moment où on te l'annonce déjà? Alors déjà, tu nous dois un épisode très complet sur ta blessure. C'est vrai. Mais moi aussi, tu vois, après coup, là, je te parle de ça, il y a 2 jours, je suis allée voir le chirurgien, c'était mon dernier rendez-vous et ça y est, je suis plus blessée, j'ai fini ma rééducation. Trop bien. Ouais, c'était un long chemin, et je trouve que c'est une blessure, je te rejoins, j'aime bien ce mot-là et je vais le garder. C'est une blessure qui est ultra, compliquée, complexe et qui est à la fois très complète et qui se résume pas juste à une histoire de ligament qui tient ton genou, quoi et c'est vraiment intéressant et je pense que c'est vrai derrière toutes les blessures du corps, mais de rapidement se poser la question de ce qui se passait, quel était le contexte au moment de la blessure parce que dans mon cas, je me suis blessée dans un mouvement que je faisais peut-être une centaine de fois par jour, quoi. C'est ça qui m'a aidée tout de suite à ne pas rejeter la faute sur autre chose. Tu vois, je sais pas, je viendrais de m'acheter une paire de chaussures, c'est obligatoire, je me serais dit: «Bah, voilà, c'est parce que c'est cette marque-là, voilà, j'aurais jamais dû l'acheter» et finalement, peut-être que j'aurais fait un meilleur chemin et je serais allée plus profondément, mais le fait que ça se passe avec des chaussures que j'avais depuis, longtemps, dans un terrain que je connais, dans un match classique, sur un mouvement que je fais d'habitude, j'ai tout de suite essayé de comprendre, de trouver une cause différente à cette blessure-là. Après, je me suis intéressée à la question de la spiritualité et se blesser au genou, c'est mon prépa mental qui m'en a parlé, c'est la volonté de ne pas plier. Bah, voilà, j'ai pas voulu, accepter cette fin de cycle, cet échec de Paris 2024 et de changer autre chose. J'ai pas accepté de plier, de remettre tout ça à zéro sur une page blanche et de repartir sur une nouvelle route. Non, non, je suis restée bien tendue et j'ai avancé coûte que coûte avec, toujours plus d'entraînement. Il y a ça et puis comprendre le contexte, me poser vraiment la question et d'être honnête avec toi-même parce que le raconter dans un podcast à tes parents, à ton copain, genre c'est bien, mais te regarder dans un miroir et te dire: «OK, qu'est-ce qui se passe vraiment? Viens, on se confie toi à toi». Et comment tu te sentais à ce moment-là? Accepter que oui, c'était un échec parce que on aurait fait ce podcast en septembre. Je pense pas que je t'aurais dit les mêmes choses sur cette olympiade-là. Donc, mettre des mots sur vraiment ce qui se passait à ce moment-là pour comprendre et donc revenir avec plus de confiance. Parce que c'est ça aussi, les croisés, c'est le plus dur, c'est la fin de ta rééducation, je trouve, ou en tout cas tu vois, on dit que je me suis blessée le 27 octobre, opérée le 5 décembre. Franchement, les premiers mois post-opératoires, je sais pas comment tu l'as vécu, mais
tu vas chez le kiné, on te dit quoi faire, tu as des protocoles. Alors oui, c'est embêtant, ça te prend du temps, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais tu es très, très accompagné par plein d'équipes médicales et tes kinés, ils te donnent des exercices, très clairs à mettre en place. Ce qui est compliqué, c'est à la fin de la rééducation, en haut de la pyramide, où là, tu commences à faire, moins, mais beaucoup mieux et beaucoup plus engagé, c'est la reprise du spécifique. Et là, si toi, t'es pas engagé sur la piste, si toi, tu n'as pas confiance en ton genou, parce que c'est qu'une question de confiance, c'est là où ça peut prendre le plus de temps. Parce que finalement, reproduire le mouvement lésé, reprendre toutes tes capacités, tu vois, le chirurgien, il m'a dit: «C'est bon, tu n'as plus aucune contre-indication». Donc ça veut dire que là, mon genou, il est prêt à tout faire. Mais là, c'est qu'une question de mental. Et donc finalement, de m'être expliqué à moi-même que je me suis blessée parce que le contexte, parce que le surentraînement ou en tout cas ce surdosage que je me mettais moi-même sur le travail, je me dis ok, comme j'ai changé tous ces 3 points, mon genou il a plus de raison de se blesser. Il a un Ouais. nouveau ligament qui est super fort. On a même fait un renfort parce que quand tu es athlète, généralement, on te fait un renfort, on te rajoute on te renforce ton ligament. Je me dis, mais là, il peut pas casser, en fait, parce que c'était indépendant de moi, c'est pas mon geste, c'est pas le matériel, c'est juste un contexte sur lequel j'ai travaillé. Donc aujourd'hui, je suis plus confiante. Tu grandis aussi parce que durant ces 8 mois, tu travailles autre chose. Moi, j'ai travaillé le haut du corps, que j'avais jamais trop l'occasion de le faire, donc j'ai énormément changé. Tu vois, je suis passée, je le dis à tout le monde, mais je suis passée du XS au S en 3 mois, tu vois, dans tous mes vêtements. Donc voilà, tu changes, tu évolues. Et là, j'ai vraiment cette sensation d'être la fameuse Jade 2.0 qui est grande, et qui a compris qu'il fallait en faire moins, mais beaucoup mieux. Ouais, c'est trop chouette. Et comment tu te sens dans les sensations? Parce que, ouais, tu m'en parlais, mais en fait, moi, enfin, si, j'ai quand même repris le volley, donc j'ai eu 3 opérations. Après la première, j'ai plus joué pendant longtemps, puis j'ai repris le volley. À ce moment-là, moi, l'erreur que j'ai faite, je trouve, c'est pas de me faire accompagner dans la reprise et donc j'étais pas assez préparée et je me suis blessée assez rapidement d'ailleurs. Mais comment tu te sens, toi, justement, aujourd'hui par rapport aux sensations? Parce que j'ai l'impression que c'est surtout ça qui est important, toi, c'est justement de retrouver la confiance, mais il y a aussi quelque chose de corporel par rapport à ça. Tu vois, le corps, quelque part, il peut avoir peur de par le fait de s'être blessé, mais de manière un peu, inconsciente et automatique et émotionnelle et pas tellement liée au mental et au fait de se dire: «Beh, oui, j'ai un renfort, donc ça va aller». Donc je me demandais, toi, comment tu te sentais aujourd'hui dans les sensations? Alors, je tiens quand même à souligner qu'effectivement, tu as raison de le dire, à l'INSEP, on est très, très bien accompagnés. J'ai eu une rééducation où j'ai été chez le kiné tous les jours depuis le 1er janvier, vraiment sans exception, sauf sur le dernier mois où j'y allais 3 fois par semaine parce qu'il y avait plus besoin. Voilà, c'est mon métier, donc forcément, j'ai mis, tout mon cœur et tout mon corps, à la rééducation. C'est pas le cas de quelqu'un qui n'est pas sportif de haut niveau, j'en suis consciente. Par contre, aujourd'hui, j'ai levé toutes les appréhensions que je pouvais avoir sur mon genou, mais il y a encore un mois de ça, quand j'ai été autorisée à reprendre des leçons, donc c'est-à-dire, des cours d'escrime avec mon maître d'armes, à haute intensité, là, j'arrivais pas à reculer parce que je me suis blessée en reculant et je n'arrivais, même si j'avais pas de douleur et que je savais que mon corps était prêt, je physiquement, j'arrivais pas à reculer et donc je me suis dit: «Il faut que j'aille chercher la ressource pour gagner du temps, il faut que j'aille chercher la ressource extérieure». Donc j'en ai parlé à mon prépa mental, on a fait un rendez-vous spécifique en présentiel alors qu'il est à Bordeaux. Je me suis dit: «Là, faut tout de suite que je lève l'appréhension» et c'est vraiment cette faculté aussi que j'ai découvert, grâce à ma blessure et mes années de sportive de haut niveau. C'est que, je vois pas pourquoi on perdrait du temps à essayer de faire les choses tout seul, alors que tu peux faire appel à des gens. Oui, parfois ça coûte de l'argent, c'est évident, mais franchement là, le gain de temps est tellement, phénoménal que c'est trop important, quoi. Et là, en une séance, et du travail perso, après cette séance-là, j'ai repris tout de suite confiance en mon genou. Je suis beaucoup passée par de l'imagerie mentale. Donc par exemple, j'ai travaillé avec une experte du cerveau, qui m'a demandé d'imaginer ma suture, donc c'est-à-dire des ménisques, d'imaginer, de faire une métaphore. Donc tu vois, j'ai imaginé de la couture avec 2 tissus qui tellement c'était bien cousu, ils s'encastraient parfaitement et c'était d'une solidité parfaite. Et ça, j'imaginais cette image très fréquemment le soir, et ça m'a permis de le mentaliser peut-être sans m'en rendre compte et du coup d'avoir confiance en cette suture méniscale. Donc voilà, l'imagerie, ça peut être très, très bien aussi, d'imaginer, mes déplacements d'escrime. Tu vois, parfois, ça m'arrive de fermer les yeux à l'échauffement et de m'imaginer faire le mouvement de la retraite sans aucune douleur, comme avant ma blessure et avec de la maîtrise. OK. Ah, trop bien. Et puis dernière chose aussi que je peux pas ne pas citer, c'est ce manque parce que le l'interdiction de faire quelque chose
te crée forcément de la frustration et donc du manque. Et ça, j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas senti un manque d'escrime aussi intense depuis que j'ai commencé ce sport. Et je le disais même parfois, avant les Jeux, j'avais plutôt marre de pratiquer mon sport. Ça commençait à me dégoûter parce que j'avais complètement oublié la notion de plaisir. Et finalement cette blessure, là, ça fait 8 mois que j'ai pas touché un fleuret dans un match. Là, je commence à avoir vraiment les crocs, tu vois? Donc j'ai toujours, gardé un fleuret en main parce que j'ai fait des leçons assis sur une table, assis sur une chaise, puis après debout sans bouger. Donc la le contact avec le fleuret, je l'ai jamais, perdu. Mais cette notion de jeu, de tendre des pièges et tout, là, ça me manque, quoi. Donc j'ai cette excitation qu'a généré cette longue pause, donc ça me fait du bien et j'ai hâte de reprendre, mi-août, là. Ouais, c'est trop chouette ce que tu partages. Parce que je trouve que c'est aussi vraiment quelque chose qui peut se perdre dans la performance, ce côté plaisir justement et quelle qu'elle soit, tu vois? On parle du sport, mais je trouve que c'est aussi dans l'entrepreneuriat et moi je suis persuadée que quand on perd la notion de plaisir, il y a toujours un moment donné où, tu vois, on se sent éteint, on n'a plus envie d'y aller, on perd la motivation, les résultats commencent à stagner et on a besoin dans ces moments-là de se reconnecter justement à cette notion de plaisir parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut au final, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant que tu mentionnes et je trouve pour moi c'est primordial, quoi et ça fait sans doute partie des événements qui peuvent arriver justement dans ces phases où la vie te dit: «Allez, va te reconnecter à ce que tu as vraiment envie de faire, ce qui te donne de la joie, ce qui te motive», quoi et je t'entends aussi que, tu vois, cette épreuve, ça a été aussi, l'occasion justement de te reconnecter à ça, quoi. Tout à fait, exactement. C'est trop bien. Du coup, peut-être pour clôturer, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager? Je sais pas si c'est un insight que tu n'aurais pas encore partagé par rapport à tout ce que tu as fait, ou par rapport à ta vision de la performance, du plaisir justement dans la performance? Il y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est vraiment la richesse du sport, et c'est vraiment en ça que le fameux adage, qui dit que «Le sport, c'est la vie», je pense qu'il est vraiment vrai. Ça tu grandis plus vite par le sport parce qu'en fait, tu vis des émotions tellement intenses, tu vis les montagnes russes, tellement intensément que forcément, tu vis beaucoup d'expériences rapidement et donc tu grandis et tu gagnes en compétences. Mais je ferai un petit focus et je pense que c'est quand même important de finir sur ça, de parler de l'entourage vraiment, de trouver cette personne que tu peux joindre, à n'importe quelle heure ou en tout cas dans n'importe quel contexte, avec laquelle tu pourras être honnête, et pouvoir tout lui dire sans jugement et sans, conséquence. Je pense que c'est important, ça te permettra d'avoir l'un de tes meilleurs alliés dans la vie. Donc je parlais là de Eva ou d'autres, amies, d'autres, très bonnes amies que j'ai, mais le partenaire de vie, j'ai un j'ai mon copain, qui est sportif aussi, enfin qui a fait du sport de haut niveau à l'escrime, donc qui comprend complètement ce que je fais et ça m'aide dans la vie énormément parce que on n'a pas parlé de la vie de couple, mais ça c'est une problématique aussi, on va dire, dans le sport. Enfin, c'est pas une problématique, mais c'est une contrainte ou en tout cas quelque chose, qui vient, et qui est très important, et qui a un impact sur ta performance. Mais d'avoir, cette personne, voilà, à la fin des compètes, quand j'échoue, je l'appelle et je sais il sait qu'il peut ne pas parler pendant 5 minutes. Moi, j'ai juste besoin de déverser toute ma frustration, et hem et ma déception et puis il sera là pour tout recevoir et après, me réconforter et je pense que de trouver cette personne-là, c'est très important et il faut s'appuyer dessus, et ne pas rester seul quand quelque chose, se passe mal ou qu'on est déçu, quoi. Le fait de mettre des mots et de partager, c'est déjà un premier pas vers la reconstruction et la performance qui va suivre. Ouais, trop jus de conseils, merci. C'est vrai que c'est hyper important et je trouve qu'aujourd'hui, on a peut-être de plus en plus tendance à s'isoler, de par le digital, de par le distanciel et tout ça et c'est bien de se rappeler, à quel point c'est important et de le mettre de le prioriser aussi, quoi. Ouais et de faire le parallèle en se disant que si nous, on peut, trouver cette personne, dans son entourage, ne pas oublier qu'on peut être cette personne dans l'entourage de quelqu'un et en avoir conscience parce que, peut-être que, on repère que cette personne, elle se confie à nous, quand ça va pas et de se dire: «Ah bah tiens, en fait, c'est peut-être parce que je suis cette personne-là pour elle, et que c'est bien si je peux trouver vraiment, dégager du temps pour elle parce que je crois qu'elle en a besoin et que je sais que moi, ça peut me faire du bien d'avoir cette personne-là dans mon entourage. Donc voilà, ne pas oublier qu'on peut être aussi cette personne dans l'entourage de quelqu'un. C'est trop bien. Merci Jade encore d'avoir, accepté l'invitation, d'avoir partagé tout ça, c'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jade, pour les personnes qui voudraient te suivre, Merci Aline pour l'invitation, c'était un vrai plaisir et c'est chouette, ça clôture, bien, cette, saison de rééducation donc merci. Écoute, je suis quand même plutôt très présente sur les réseaux sociaux, ça a été l'une des des briques que j'ai développées durant ma blessure donc voilà, très basiquement sur Instagram et LinkedIn, c'est là où je partage,
toute ma blessure et du coup, mon retour à la piste dans quelques temps. Trop bien, mais je mettrai les liens de toute façon sous l'épisode si les personnes veulent se retrouver en tout cas, mais merci Jade, franchement c'était hyper riche et hyper intéressant. Merci beaucoup Aline, merci et j'ai hâte, d'écouter les prochains épisodes et surtout viens nous parler de ta blessure parce que ça m'intéresse de m'inspirer des autres aussi. Ça va, je le ferai.